Et chaque 10 mai depuis 2006, on célèbre en France la mémoire de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Depuis une dizaine d'années, la question des réparations est devenue centrale dans cette question de mémoire. Les avis divergent et la question anime les débats pour ou contre les réparations, notamment financières, liées à l'esclavage. C'est la question que nous posons ce soir à nos deux invités. À ma gauche, Patrice Tacita, avocat notamment du LKP. Bonsoir. Bonsoir. Et puis à ma droite, Errol Nuissier, vous êtes psychologue clinicien. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, à qui demandez-vous des réparations et surtout, quelle forme doivent-elles prendre? Patrice Tacita d'abord. Les réparations, je dirais d'abord en forme de boutade que ce qui a été commis est irréparable. On ne pourrait pas réparer l'irréparable, l'injustifiable, l'innommable. Simplement, sous la notion des réparations, il y a un mot qui recouvre plusieurs situations. Il y a la réparation financière, c'est un volet que nous respectons au niveau de Mikian, LKP, Fondation France Fanon et Cause. Mais il y a aussi ce que nous appelons, nous, à notre niveau, la réappropriation, la remise en état, c'est-à-dire que nous estimons que si réparation il doit y avoir, entre guillemets, c'est une remise en état du droit, c'est-à-dire faire en sorte que tous les dégâts économiques et fonciers qui ont été commis en réparant ceux qui ont commis le crime par l'article 5 du décret d'abolition de l'esclavage, cette situation doit s'inverser au profit des victimes et faire en sorte que collectivement, par la réappropriation foncière, par une évaluation faite par des experts internationaux, il y ait une remise en état du droit qui effectivement constitue collectivement, entre guillemets, une réparation et non pas allouer de l'argent à un tel et un tel. Voilà comment nous concevons effectivement la remise en état du droit et la réappropriation collective. Errol Nuissier, sur la réparation des dégâts économiques et fonciers. Oui, je partage l'avis de Maître Tacita sur la question de la réparation, sur l'acte collectif. Je partage aussi l'idée qu'il faut qu'il y ait, que ça soit inscrit dans l'histoire comme l'a proposé la loi Taubira de 2001, pour que les Français, dans leur large majorité, partagent cette histoire, de façon à ce que nous sachions que ce crime a été commis et que ce crime doit être de la mémoire de tout le monde, la mémoire collective, pas seulement des Français, mais également du monde, et que je suis pour les réparations, je dirais, au sens de la construction de monuments, d'actes, tout ce qui peut permettre de développer, je dirais, aider au développement économique, tout ce qui peut permettre de développer la mémoire, tout ce qui peut permettre de créer du lien entre les hommes, et tout ce qui peut permettre, je dirais, de montrer ce que nous sommes au monde et la place que nous avons dans le monde. Sur le foncier, vous partagez le sentiment de M. Tacita? Alors, sur la question du foncier, je crois que c'est difficile. C'est vrai qu'en 1950, il y a eu une première, je dirais, une réforme agraire qui a été un élément extrêmement positif en Guadeloupe et qui n'a pas eu lieu en Martinique. Je crois que ça a été un premier pas. Aujourd'hui, je crois que ça va être quelque peu difficile, mais c'est vrai qu'en tout cas, il faut se poser la question de savoir quelles sont les formes de la réparation. Je partage également son avis. La question de l'argent donné ne me semble pas être un élément à prendre en compte, mais davantage quelque chose qui permet de faire du lien entre les hommes sur cette terre de Guadeloupe, mais pas seulement sur l'ensemble des terres où l'esclavage a existé. Réparation économique du foncier, cela nécessite évidemment de l'argent. Vous réclamez aujourd'hui de l'argent à l'État, comme certaines associations qui ont demandé 200 milliards à l'État. Non, c'est d'abord dans la procédure. Aujourd'hui, il y a plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité qui ont été posées, qui seront débattues notamment ce lundi 15 mai devant notre tribunal paritaire des bureaux, qui consiste à dire, voilà une loi qui est prise, un décret d'abolition de l'esclavage qui est pris, et qui fait en sorte qu'on puisse indemniser les propriétaires des esclaves. Article 5. Il faut qu'on demande au juge suprême, national, européen ou international, est-ce que c'est normal qu'à la fin d'un crime aussi immense, aussi innommable, irréparable que celui de l'esclavage, qu'on puisse lui demander est-ce qu'il est normal qu'on ait indemnisé les bourreaux et non pas les victimes, et qu'ensuite de sa réponse, on puisse construire de nouveaux rapports fonciers qui font en sorte que les inégalités qui font qu'aujourd'hui les descendants d'esclaves sont toujours les propriétaires économiquement de cette économie de plantation, est-ce que cette situation va perdurer ou est-ce qu'on va arriver à une fluidité qui fait en sorte qu'il puisse y avoir un développement partagé par tous ceux qui descendent de cette histoire. Et la difficulté est la suivante, c'est qu'aujourd'hui, il est plus facile pour un descendant de colons de s'insérer économiquement, de prospérer, que si on était un descendant de gens qui ont été condamnés par l'esclavage et qui ont subi l'esclavage. Et cette difficulté, elle est née parce que l'abolition de l'esclavage a fait perdurer des rapports économiques et sociaux qui ont été innovés, qui ont été modifiés, mais qui fondamentalement n'ont pas changé le rapport de force qui existait pendant la traite et pendant l'esclavage. Et c'est la raison pour laquelle, à l'occasion de l'examen de ces questions prioritaires de constitutionnalité, on va voir si effectivement on estime que le droit tel qu'il existe aujourd'hui
est conforme à une vraie liberté ou est-ce qu'on estime que le décret a été pris pour conforter un système? Cette inégalité des rapports économiques et sociaux, vous la partagez? Oui, je la partage dans la mesure où, effectivement, on se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a pas, comme on a vu aux États-Unis d'Amérique, ce qu'on appelle la positive action, ce que le président Sarkozy appelait la discrimination positive, où il y a, je dirais, une quasi-obligation qu'il y ait une répartition des postes de, je dirais, des directions des postes de décision, mais ainsi que des investissements économiques pour permettre qu'il y ait une plus grande, je dirais, une plus grande pluralité dans la population pour que ceux qui aujourd'hui veulent monter des entreprises, veulent construire des entreprises, veulent participer à l'essor économique, puissent le faire et que les choses ne soient pas confisquées effectivement dans les mains d'une petite partie, oui. Patrice Tacita, on doit s'inspirer des États-Unis? Je pense qu'il faut s'inspirer de tous les projets qui ont pu améliorer au niveau du droit et de la morale publique les questions liées à l'indemnisation des victimes de l'esclavage. Mais il faut aussi surtout s'inspirer de nous, de notre histoire commune. Et nous disons aujourd'hui que ceux qui font avancer ces questions, ce sont bien sûr les avocats, les magistrats, mais ce sont surtout les associations de masse, les syndicats, les jeunes, les artistes, tous ceux qui, effectivement, sont en contact au quotidien de discrimination qu'ils vivent. Et j'écoutais M. l'huissier, mais il y a un gros problème également qui se pose, et nous avons demandé ça également au niveau des QPC, c'est quand les experts vont se réunir, ce n'est pas que des experts économiques, c'est aussi des psychologues, des psychiatres, parce qu'il y a aussi des séquelles fondamentalement qui sont des séquelles mentales et qui font qu'on s'estime en incapacité de se gouverner nous-mêmes, de s'approprier nous-mêmes notre existence. Et ce sont les raisons pour lesquelles nous estimons que les mécanismes qui doivent être mis en œuvre sont économiques, mais aussi psychologiques, psychiatriques, et surtout doivent nous permettre d'inventer des mécanismes nouveaux. Par exemple, juste un exemple, vous avez aujourd'hui au niveau de Sainte-Rose des agriculteurs qui ont pris la décision effectivement de remettre en cause le fondement même de la propriété, au sens où ils se demandent est-ce qu'on peut effectivement... Parce qu'il y en a parmi eux qui ont découvert des documents où ils ont appris que, par exemple, le marquis de Capatado, qui est l'auteur dit de Jamie, qui est l'auteur de la CACL, que ce marquis avait acheté plusieurs de leurs ancêtres esclaves. Et juste pour vous dire que ces chaînes mentales sont des chaînes qui sont importantes et qui, à l'occasion des QPC, doivent donner l'occasion effectivement de faire en sorte d'améliorer la situation. Patrice Tacita et Errol Huissier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est malheureusement contraints par le temps. Merci à vous. Et puis, précisons que concernant cette question, vous le savez évidemment, des associations et des citoyens soutenus par des avocats ont assigné l'État pour demander réparation des politiques criminelles de colonisation et de mise en esclavage en Guadeloupe. Après un renvoi, l'audience se tiendra au tribunal de Basse-Terre le 1er juin 2010.